Allez-y. Bon, on vous laisse régler votre problème technique. On passe à Philippe Brun pour le PS. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors, on n'est pas là pour vous accabler. J'avoue qu'à la lecture de ce programme de stabilité, on est plutôt pris d'un sentiment de compassion à votre égard et à celui des conseillers qui sont derrière vous et qui ont dû faire, comme on dit, entrer l'édredon dans la valise. Un édredon encore plus gros que celui qui est sur le lit de Jean-René Cazeneuve dans la visio. Ce qu'on constate, c'est que vous nous proposez des économies dont on ne sait absolument pas ni le détail, ni les moyens de les obtenir. Ces 27 milliards que vous proposez en 2025, on n'a absolument aucune idée de comment vous les obtiendrez. Dans un avis extrêmement sévère, le Haut Conseil considère à la fois que vos prévisions manquent de crédibilité et dit qu'elles manquent de cohérence. Vous vous en sortez finalement en disant les collectivités vont d'elles-mêmes réduire leurs dépenses. Expliquez-nous comment les collectivités vont d'elles-mêmes réduire leurs dépenses. Comment un maire va décider de ne pas faire finalement le gymnase qu'il avait prévu sans aucune norme pour l'y contraindre, au seul motif qu'il faut aider à la réduction faciale du déficit public dans les documents transmis à Bruxelles. Nous n'avons donc aucune information. Et moi je regrette que le programme national de réforme, qui normalement est annexé programme de stabilité, n'ait pas été transmis aux parlementaires, car nous n'avons pas de détails sur les voies et moyens que vous prévoyez pour atteindre vos objectifs. Alors nous sommes particulièrement inquiets. Vient évidemment la question des mesures qui peuvent éventuellement être mises sur la table, dont nous ne pourrons pas débattre faute de projet de loi de finances rectificative. Et je reviens pourtant à vos propres déclarations, puisque vous disiez dans Le Monde, au moment où le décret d'annulation a été pris, que si nous allions au-delà de 10 milliards, il faudrait un projet de loi de finances rectificative. Donc c'est votre déclaration, Monsieur le Ministre, et nous avons confiance en vous et en votre parole. Et finalement, cette déclaration est aujourd'hui contredite par vous-même et par le gouvernement, alors que vous y étiez justement engagé. Que faire sur le volet des recettes ? Êtes-vous favorable à ce que nous élargissions l'assiette de la contribution sur la rente inframarginale? On a bien compris qu'en ne s'attaquant qu'aux producteurs d'électricité et non pas à l'ensemble des fournisseurs, on ne s'attaque finalement qu'à EDF, à Engie et à 3 acteurs ou 4 en France, et que ce rendement sera plus bas. Êtes-vous favorable à réfléchir à une contribution sur les super-profits? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, merci Monsieur le député. Je le redis ici, dans un programme de stabilité, vous n'avez pas à documenter l'intégralité des mesures, des sous-jacents pour atteindre les économies nécessaires. On ne construit pas un budget pluriannuel dans un programme de stabilité. On redonne un cap, la manière dont on voit évoluer notre déficit public, nos grands équilibres, et je vous donne rendez-vous pour le projet de loi de finances 2025, et je vous fais également cette proposition que nous en discutions ensemble, y compris sur vos pistes d'économie. Je suis prêt à, encore une fois, en discuter. On a le temps, et moi je préfère qu'on s'y prenne suffisamment en avance pour le construire. Essayez d'ailleurs, je le redis ici, de trouver des points d'accord, essayez de trouver des pistes d'économie que vous souhaiteriez porter, qu'on puisse en débattre, les construire, comme on peut avoir un débat sur les recettes. Vous évoquez la question de la rente inframarginale, mais attendez, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de tabou sur des sujets sur lesquels la rente inframarginale n'a pas du tout produit les recettes que nous attendions. Nous sommes, y compris pour l'année 2024, ouverts à y retravailler. Nous l'avons dit, il y a d'ailleurs des parlementaires qui y travaillent. Et je ne verrai que des avantages à ce qu'y compris avec les élus de l'opposition, il y a un travail qui soit fait. Sur la question des collectivités territoriales, merci pour votre question, parce que il n'y a pas de mécanisme de contrat de Cahors avec les collectivités locales. On n'est pas revenu à un mécanisme contraignant. On repose sur la confiance. Et on dit aux collectivités, contrairement à ce que vous voulez bien laisser croire dans votre question, on ne leur dit pas de baisser leurs dépenses. Je veux le clarifier. On dit il faut que leurs dépenses évoluent un peu moins vite que l'inflation, de 0,5% en dessous de l'inflation. Donc en gros, pour l'année qui vient, de 1,9%. Et ce qu'on souhaite, et c'est pour ça que le Haut Conseil aux finances publiques locales est très important, est-ce qu'on peut se mettre d'accord ensemble en disant on a les finances publiques en partage et on doit pouvoir trouver aussi des surcoûts que nous partageons, parce que nous ne sommes pas bien organisés, parce que nous sommes redondants, parce qu'en prenant telle évolution réglementaire ou législative, on va faire des économies
faire des économies aux collectivités territoriales. C'est ça notre méthode. Je redis par ailleurs sur la question du PLFR ce que j'ai dit ici même. On peut aller jusqu'à 12 milliards. On n'a pas besoin de prendre d'autres décrets d'annulation. Pourquoi ? Parce qu'on a mis suffisamment de crédits de l'État en réserve, nous permettant de gérer en gestion, de piloter la dépense de l'État. Et donc, réserve de précaution, collectivité territoriale, recettes nouvelles en fonction du travail qui est mené par les parlementaires, et nous tiendrons ainsi nos 10 milliards d'efforts supplémentaires pour tenir le 5,1%. Bien, de façon à ne pas dépasser le déficit, j'incite chacun à respecter les réponses calibrées, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Oui, je sais bien, mais oui, mais... Si, mais on peut y arriver, vous savez.